Avant d'entrer dans la période du Troisième Reich, il est bon de souligner qu'il y eut une certaine influence des femmes pour que les nazis accèdent au pouvoir en 1933. Après la Première Guerre mondiale, deux grands changements ont eu lieu en Allemagne. La proclamation de la République de Weimar, qui mit fin à l'Empire allemand fondé par Bismarck, et l'émancipation des femmes, un processus lent mais qui commençait à prendre de l'ampleur. En 1919, la nouvelle constitution de Weimar donna aux femmes quelque chose qu'elles n'avaient jamais eu jusqu'alors, le droit de vote. Avec le suffrage universel, les femmes pouvaient avoir voix et vote dans la nouvelle Allemagne, qui tentait de se relever malgré les conditions humiliantes qui venaient d'être imposées aux pays germaniques par le traité de Versailles. Non seulement elles pouvaient voter, mais pour la première fois dans l'histoire de l'Allemagne, les femmes allaient occuper des sièges dans les chambres législatives allemandes, du moins légalement. En pratique, la réalité était très différente. Lors des premières élections tenues en 1919, 9,6% des représentants à l'Assemblée nationale de l'Allemagne de Weimar étaient des femmes, 37 sur 416. Bien que les femmes élues aient influencé la politique, elles ne pouvaient pas ou n'avaient pas l'intention de changer les valeurs traditionnelles. Pour une partie importante des femmes de l'époque, y compris certaines députées nouvellement élues, travailler était acceptable et même préférable. Mais le rôle le plus important d'une femme était d'être maîtresse de maison. La République tentait de revenir au rôle conventionnel après des années où les hommes étaient partis à la guerre et où les femmes avaient quitté leur foyer pour travailler dans les usines. Des politiques ont été mises en place pour promouvoir le mariage et encourager les femmes à abandonner leur emploi et à retourner au foyer. Les femmes s'étaient habituées à travailler et à avoir leurs propres revenus, donc l'idée même du mariage provoqua d'abord un rejet ou fut simplement reléguée au second plan. Les femmes des villes voulaient progresser dans leur travail durant leur jeunesse et se marier à la fin de celle-ci. Cela entraîna une lutte des sexes qui commença à se mélanger avec le conflit social. Face à cela, au cours des années 1920, le tout nouveau Parti national socialiste des travailleurs allemands, NSDAP, adopta l'idée de Volksgemeinschaft, la communauté du peuple, dans laquelle on cherchait à en finir avec les divisions de classe et à façonner les aspirations des hommes et des femmes pour parvenir à un objectif unique, familial et national. Au milieu des années 1920, 7 ans après la fin de la guerre, les femmes se trouvaient bloquées sur le marché du travail. En général, elles n'accédaient pas à des postes élevés dans les entreprises et gagnaient beaucoup moins que les hommes. Avec la Grande Dépression de 1929, ces frustrations face au marché du travail s'accentuèrent. C'est ici que le parti nazi entre en jeu, proposant aux femmes de quitter leur travail et de retourner à leur foyer respectif. Comme l'opinion publique féminine avait évolué à ce moment-là, les femmes rejoignirent avec beaucoup plus de ferveur le Parti national-socialiste que d'autres partis. Les blessures de la Première Guerre mondiale n'étaient pas encore guéries. En 1932, il y avait encore plus de femmes que d'hommes en Allemagne, notamment dans les villes où la tradition électorale était plus forte. Un exemple est celui de Berlin, où il y avait 1116 femmes pour 1000 hommes. Aux élections fédérales de 1932, le parti nazi fut le plus voté. Il obtint 230 sièges, plus du double des élections précédentes, et 13 millions de voix. Les femmes votèrent pour les nazis dans une proportion légèrement supérieure à celle des hommes, et comme elles étaient beaucoup plus nombreuses, elles creusèrent l'écart entre le parti nazi et son concurrent le plus proche, le SPD social-démocrate, qui obtint près de 8 millions de voix. Cette victoire nazie, qui inaugura une ère de terreur en Europe, et la guerre la plus brutale de l'humanité, ne fut pas seulement le fait des hommes allemands, mais aussi des femmes qui votèrent en ayant les discours d'Hitler à l'esprit. Malgré ce soutien, elles furent les premières à être trahies. Lorsque Hitler fut élu chancelier en novembre 1933, il n'y avait aucune femme au Parlement. Pendant la guerre, les dirigeants nazis envisagèrent même de retirer le droit de vote aux femmes. Le rôle des femmes dans l'idéologie nazie, une poupée dans la maison de poupées. Maintenant que j'ai expliqué comment les femmes ont contribué à l'ascension du parti nazi au pouvoir par la voie électorale, il est temps de raconter comment la trahison des droits qu'elles avaient acquis au cours des 15 dernières années commença. Aujourd'hui, on peut interpréter que tous les gouvernements du monde à l'époque,
qu'ils soient bolcheviques, anglais, américains ou bien sûr nazis, étaient conservateurs. Cependant, il y avait des nuances. Parmi eux, les nazis pouvaient être comptés parmi les plus conservateurs. Ils voulaient revenir à un passé plus pur, à leur manière de voir les choses. Et pour cela, ils avaient besoin de deux choses. Beaucoup d'hommes guerriers pour combattre en Europe et beaucoup de femmes pour donner naissance à ces hommes et les élever dans l'idéologie d'un Reich qui devait durer 1000 ans. Dans les mots du grand propagandiste du nazisme, Joseph Goebbels, la mission des femmes est d'être belles et de mettre des enfants au monde. Ce n'est absolument pas aussi dépassé que cela en a l'air. L'oiseau femelle s'embellit pour son compagnon et prend soin des œufs pour lui. En retour, le mâle s'occupe de chercher la nourriture, de monter la garde et de la protéger des ennemis. Joseph Goebbels. Avant de rejoindre le parti nazi, Goebbels étudia la germanistique, la philologie classique et l'histoire, ce qui est perceptible dans la citation ci-dessus. Pour le ministre de la Propagande et de l'Éducation publique, la femme devait s'occuper du foyer, tandis que son mari gérait les affaires extérieures, rapportait de la nourriture à la maison et défendait la nation pour garantir la protection de sa femme exactement comme le font les oiseaux. La métaphore des oiseaux n'était pas un hasard. Ce sont les animaux avec le pourcentage le plus élevé de monogamie dans tout le règne animal, quelque chose de nécessaire pour que le Reich perdure. Les oiseaux sont également libres et migrent sur de vastes territoires à travers les continents ou le monde, comme les nazis espéraient que le feraient les hommes et femmes aryens une fois la guerre terminée. Dans l'idéologie nazie, l'homme et la femme se complètent. Tandis que l'un lutte pour le grand monde, l'État et l'Europe, l'autre doit assurer le soin du petit monde, la maison et les enfants aryens. Ainsi, chacun contribuait à l'intégrité de la nation et à l'avenir du Reich. Pour cette raison, il n'est pas surprenant qu'en 1933, lorsque Hitler et le parti nazi étaient fermement consolidés au pouvoir, presque toutes les femmes de l'administration publique furent renvoyées. Cela réduisit le nombre d'enseignants de 15%, et il se produisit quelque chose de similaire avec les femmes médecins, avocates, et celles qui jouaient des instruments dans les philharmoniques de l'État allemand. Cette même année, le régime offrit un prêt matrimonial sous forme de chèque aux jeunes couples qui souhaitaient fonder une famille. Ce prêt s'élevait à 1000 marks allemands, ce qui, en parité de pouvoir d'achat, pourrait valoir environ 5 750 $ en 2024. Ce n'était pas une fortune, mais il ne fait aucun doute que c'était un soulagement pour les nouvelles familles allemandes qui souhaitaient démarrer un foyer. Mais le crédit n'était pas accordé par altruisme. C'était une mesure pour promouvoir la natalité parmi les groupes aryens, qui étaient les seuls à pouvoir recevoir ce crédit. La dette était exonérée à hauteur de 25% si le couple concevait un enfant chaque année. S'il suivait ce plan au cours de la 4e année de mariage avec la naissance du dernier enfant, il n'aurait rien à rembourser au Troisième Reich. Une fois que beaucoup plus de terres seraient conquises dans toute l'Europe, les colons masculins seraient très importants pour aryaniser chaque territoire. Mais l'atmosphère martiale et cette séparation des rôles se heurtèrent de plein fouet à la réalité. À partir de 1934, à peine un an après les renvois, de nombreuses femmes retournèrent progressivement à l'enseignement. L'instruction universitaire était un autre sujet qui connaissait également des avancées et des reculs. Entre les années 1933 et 1997-35, 40% des femmes entrèrent à l'université, mais à la fin des années 1930, elles ne représentaient plus que 10% de la population étudiante. En 1937, à peine un an avant la crise des Sudètes et l'invasion de la Pologne, l'Allemagne était déjà entièrement militarisée. Le service militaire avait retiré de nombreux hommes de l'administration publique pour les envoyer dans les casernes, ce qui entravait les tâches de l'État et de la bureaucratie. Pour faire face à ce problème, le Troisième Reich obligea les femmes à travailler pendant un an sans rémunération, à la fois dans l'administration publique et dans certaines industries du secteur privé. Cette même année, le prêt matrimonial fut aboli. Le contrôle de la vie des femmes alla bien au-delà. Il n'était pas bien vu qu'elles portent du maquillage, des pantalons, des chaussures à talons, qu'elles teignent leurs cheveux ou se fassent des permanentes. En outre, il leur était interdit de fumer ou de boire en public, ni même d'être trop maigres, car ce n'était pas ce que faisaient les mères allemandes. En 1943, à cause de la guerre, la population allemande diminua
et le principal pilier du Reich, la famille, était totalement atrophié. Il était difficile d'augmenter le taux de natalité avec la grande majorité des hommes morts ou au front, loin de leurs épouses. Cela créa un nouveau problème pour les dirigeants du parti nazi, car ils ne pouvaient pas permettre que leurs plans échouent. S'il n'y avait pas de population, qui poursuivrait le processus de colonisation en Europe de l'Est? Face à ce problème, certains dirigeants du parti nazi proposèrent de changer à nouveau les règles. Toutes les femmes, mariées ou célibataires, devaient avoir 4 enfants racialement purs, et dans le cas où elles les auraient déjà eus, les hommes auraient la liberté légale d'engendrer des enfants en dehors du mariage. Cependant, les nazis avaient d'autres problèmes à ce moment-là, et cette proposition ne fut jamais approuvée. Une ligue pour les unir et les attraper toutes, Bund Deutscher Mädel. Les premiers mouvements de jeunesse en Allemagne ont commencé en 1896, avec des jeunes autodirigés qui n'avaient aucun lien avec les adultes et leurs organisations. Au cours du XXe siècle, l'étudiant berlinois Karl Fischer a transformé ce mouvement en Wandervogel, les oiseaux migrateurs ou excursionnistes, et déjà en 1914, ce groupe comptait plus de 45 000 membres, comprenant des garçons et des filles âgés de 14 à 21 ans. Pour cette raison, lorsque Gustav Lenk a fondé la Ligue de la jeunesse nationale-socialiste en mars 1922, personne ne s'en est étonné. Les ligues de jeunesse étaient courantes à l'époque, mais personne ne s'attendait à ce que cela deviendrait plus tard. Les jeunesses hitlériennes, qui avaient également une branche féminine. En 1923, certains groupes de jeunes filles ont rejoint le Parti national-socialiste et en 1930, une organisation exclusivement pour les filles a été créée, appelée Bund Deutscher Mädel, la Ligue des jeunes filles allemandes. C'était une branche des jeunesses hitlériennes. En 1931, 1711 jeunes femmes dirigées par Elisabeth Greifswalden ont formé la Ligue des jeunes filles allemandes, qui a unifié les autres groupes féminins qui existaient à l'époque. Le 17 juillet 1933, tous les mouvements de jeunesse qui n'appartenaient pas aux jeunesses hitlériennes ont été supprimés par la loi. Leur élimination était due au fait qu'ils allaient à l'encontre des idéaux national-socialistes, comme c'était le cas pour les Wandervogel, caractérisés par leur insistance sur la liberté. Ainsi, certains groupes ont été fermés définitivement, et seuls ont survécu les mouvements affiliés à l'Église, mais en payant le lourd prix d'être absorbés par l'organisation de jeunesse du parti nazi, qui soutenait que tous les garçons, filles et adolescents allemands devaient suivre la même voie, tant physiquement que spirituellement. À partir de 1933, les adolescentes âgées de 14 à 18 ans entraient directement dans la Ligue des jeunes filles allemandes. Si elles étaient plus jeunes, âgées de 10 à 13 ans, elles étaient intégrées à la Ligue des jeunes filles, à condition qu'elles remplissent les conditions d'admission. Ces exigences étaient être d'origine allemande, avoir la citoyenneté allemande, être exempte de maladies héréditaires et avoir terminé la 4e année scolaire. En un sens, c'était une appropriation nazie du scoutisme fondé par Robert Baden-Powell, quelque chose que les soviétiques ont également fait avec le mouvement pionnier. En mars 1934, en remplacement de Greifswalden, la direction de la Ligue des jeunes filles allemandes a été confiée à Trude Mohr, une jeune femme inscrite au parti depuis 1928. Mohr était responsable de la création de ce même groupe dans le Brandebourg en 1930. Les activités de la Ligue féminine comprenaient le ski, les excursions, la randonnée, les feux de camp avec des chansons folkloriques allemandes, des danses folkloriques, entre autres. En plus de ces activités, les jeunes femmes effectuaient un service de santé ou service social qui consistait à aider dans la communauté, à soutenir les agriculteurs et à aider les plus défavorisés. De plus, les jeunes filles pratiquaient la gymnastique rythmique, un sport promu par le parti nazi pour les femmes, car il favorisait l'harmonie de leur corps. Pendant l'hiver, elles se réunissaient pour coudre, tricoter ou faire de l'artisanat de toutes sortes. En ce qui concerne la mode, il y avait aussi des restrictions très puritaines pour les jeunes filles. Bien que cela ne diffère pas beaucoup des autres mouvements de scoutisme de l'époque, au sein des jeunesses hitlériennes, il était interdit de porter des talons hauts, des bas en soie, du maquillage, des bijoux, des bagues ou des montres-bracelets. Pour les activités, l'uniforme d'été ou de printemps consistait en une jupe bleu marine,
une blouse blanche et un foulard noir noué avec un nœud en cuir, tandis qu'en hiver, elles pouvaient porter un pantalon bleu, une veste marron et parfois un béret noir. Si une adolescente se distinguait par ses compétences ou son leadership dans la Ligue, elle avait de meilleures chances d'aller à l'université ou de trouver un emploi. Cependant, après avoir terminé cette étape, toutes les jeunes filles de la Ligue devaient faire une année de service social dans des tâches aussi diverses que le travail dans les champs ou la garde d'enfants dans une crèche. À partir de 1936, il était obligatoire d'appartenir à la Ligue des jeunes filles allemandes. Lorsque la guerre a commencé en 1938, les tâches de ces jeunes filles ont changé. Elles divertissaient les troupes qui se trouvaient à l'arrière, aidaient avec les premiers secours et les soins dans les hôpitaux, accueillaient les soldats blessés dans les gares et soutenaient les personnes sans abri après les bombardements. La Ligue des jeunes filles allemandes comptait 4,5 millions de membres en 1944. C'était à l'époque la plus grande organisation de jeunesse féminine au monde. Un an plus tard, lorsque l'armée rouge est entrée à Berlin, de nombreuses jeunes filles de la Ligue ont rejoint le Front national du travail pour défendre Berlin, devenant chair à canon. Enfin, le 10 octobre 1945, la Ligue des jeunes filles allemandes a été officiellement dissoute par le Conseil de contrôle allié. Eugénisme, mères et infirmières bâtissant l'homme arien. Les postulats de Charles Darwin sur l'évolution des espèces ont été utilisés au XIXe siècle par le sociologue britannique Herbert Spencer comme base pour le développement de ses théories sociologiques qui soutenaient que, tout comme l'évolution des espèces postulait que dans la nature le plus apte survivait, dans la société seuls les plus aptes devaient survivre. Le sociologue britannique argumentait que des changements pouvaient être promus dans la société pour, à long terme, modeler la sélection naturelle en notre faveur afin d'améliorer l'espèce humaine. Cette doctrine ou croyance fut appelée eugénisme, et comme vous pouvez l'imaginer, l'eugénisme fut extrêmement important pour les nazis. Sur le continent, l'anthropologue français Joseph Deniker a forgé un terme, nordicisme, qui identifiait les Germains et les Nordiques comme des personnes ayant des crânes allongés, de grande taille, des yeux bleus ou gris et des cheveux clairs. William Z. Ripley et Houston Stewart Chamberlain ont élaboré davantage sur ce que Deniker et Spencer avaient proposé, devenant des théoriciens racialistes et suprémacistes blancs qui ont été à la pointe de l'idéologie nationale-socialiste. Pour élever les Aryens du futur, il fallait de grands hommes, mais aussi de grandes femmes, en évitant tout ce qu'ils considéraient comme une contamination raciale. Mais la liste de l'eugénisme ne concernait pas seulement la pureté raciale. Le 14 juillet 1933, à peine 5 semaines après l'arrivée de Hitler au pouvoir, la loi Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses, loi pour la prévention de la descendance des personnes atteintes de maladies héréditaires, a été adoptée, créant un tribunal de santé héréditaire, chargé de stériliser de force les personnes ayant tout ce qui était considéré comme des déficiences héréditaires, et ainsi éviter les éléments contaminants dans la future race aryenne. Mais cette idée nordiciste de purifier et de créer une nouvelle race ne s'est pas arrêtée là, car les SS d'Himmler ont progressivement créé un noyau de population nordique pour garantir l'expansion aryenne. En plus des soutiens aux familles que nous avons déjà mentionnées, il y avait des aides directes aux mères en bonne santé et aryennes. Le 12 décembre 1935 est née la Lebensborn Eingetragener Verein, association enregistrée source de vie. Un programme de bien-être familial qui fournissait des maisons de maternité où les femmes pouvaient accoucher et recevoir une assistance sociale pendant et après l'accouchement, ainsi qu'une aide sociale ou financière pour les épouses des membres des SS. Le programme acceptait les femmes enceintes non mariées et les personnes non liées aux SS, tant qu'elles étaient considérées comme racialement précieuses. En outre, sous le nazisme, les infirmières ont joué un rôle fondamental dans la mise en œuvre des idées eugéniques et nordicistes du Reich. Afin de maintenir un contrôle et de garantir que les naissances soient pures, le régime nazi a mis en œuvre le programme Action T4. Action T4. Ce programme infâme avait pour mission de procéder à l'assassinat systématique de tous les enfants atteints de pathologies physiques ou psychologiques. Pour cela, des unités spécialisées ont été créées, et leurs agents étaient des infirmières nazies ou des sages femmes qui devaient enregistrer les naissances
et signaler à leurs supérieurs si un enfant naissait avec un handicap. En échange de cette dénonciation, elles recevaient des primes en espèces. Environ 600 000 infirmières ont été formées aux notions de base de l'eugénisme et du nordicisme. Une fois qu'un enfant naissait avec certaines pathologies, leur travail consistait à persuader les parents en expliquant les traitements innovants et les meilleurs soins que les médecins nazis offriraient à leurs enfants, pour ensuite les emmener dans des espaces contrôlés où ils finissaient par mourir. À partir de 1939, Hitler a autorisé un grand massacre visant à éliminer les adultes atteints de handicaps physiques et mentaux. Beaucoup ont été envoyés dans des camps de concentration pour tester les chambres à gaz qui seraient ensuite utilisées pour l'Holocauste. En 1941, les personnes atteintes de pathologies étaient tuées par d'autres méthodes, telles que des injections létales d'air ou de médicaments, des surdoses orales et l'inanition. Chacune de ces actions était exécutée par des infirmières nazies sous les ordres des médecins. Hedwig Potast et Lina Heydrich, femmes et amantes des leaders de la SS. Les officiers du service secret allemand sont bien connus, mais ils avaient aussi des épouses et des amantes qui sont moins connues. Deux d'entre elles sont Hedwig Potast et Lina Heydrich. Hedwig Potast était une femme membre de la Ligue des jeunes filles allemandes, qui, après avoir terminé ses études secondaires, entra à l'école de commerce de Mannheim pour se former comme secrétaire bilingue. C'est là qu'elle rencontra Heinrich Himmler en 1934, qui lui offrit un emploi à Berlin, dans les bureaux de la police secrète. Finalement, en 1938, elle devint sa maîtresse. Le fait qu'un homme aussi important soit ouvertement infidèle était une offense à la société allemande de l'époque. Dans une tentative de redorer son image, Himmler chercha à justifier ses relations extra-conjugales avec Potast en permettant aux hommes de la SS d'avoir des enfants hors mariage, lui-même inclus, bien sûr. La société allemande et les hautes sphères condamnèrent également cette pratique, mais cela n'empêcha pas Potast d'avoir plusieurs enfants avec Himmler. En 1941, Himmler fit sortir Hedwig de l'appartement qu'elle louait et l'installa dans une villa que la SS avait construite pour elle, à Grunewald, avec un prêt de 80 000 marks contracté par Himmler. Il y a des opinions divergentes sur le fait que Potast, qui était secrétaire de Himmler, ou même Margaret, sa femme, ait été au courant de son implication dans la solution finale. Le cours de la guerre limita les contacts entre Himmler et Hedwig, car ils se virent pour la dernière fois à la mi-mars 1945, et à partir de ce moment-là, ils restèrent en contact par téléphone. Himmler fut arrêté par les Britanniques le 21 mai et se suicida 2 jours plus tard. Lorsque Potast l'apprit, elle quitta son domicile à Achensee et se rendit avec ses enfants chez les Paul, qui vivaient à Rosenheim. Elle y fut arrêtée fin juin par l'armée américaine, mais fut rapidement libérée après avoir déclaré qu'elle n'avait rien à voir avec les affaires de Himmler ni avec son idéologie. Elle s'installa ensuite à Teissendorf, adopta un autre nom et vécut discrètement jusqu'à sa mort à Baden-Baden en 1994. Une autre compagne des grands leaders de la SS est Lina Mathilde von Osten, une militante nationale-socialiste très vocale qui finit par épouser Reinhard Heydrich, qui jusque-là n'avait pas montré beaucoup d'intérêt pour le nazisme. Cette même année, Lina le convainquit de rejoindre la SS. Heydrich rejoignit le parti nazi le 1er juin 1931 et obtint un entretien avec Heinrich Himmler, lors duquel il obtint un emploi. Le 1er août, seulement 15 jours après avoir rejoint la SS, Heydrich fut promu chef du Sicherheitsdienst des Reichsführer SS, SD, le service de renseignement de la SS. À la fin de l'année, il fut à nouveau promu au rang de Sturmbannführer, commandant de l'unité d'assaut. Par la suite, le couple se mit à former la famille typiquement allemande composée de 4 enfants, comme le Reich l'aspirait. Si Himmler donnait une mauvaise image au Reich en raison de son infidélité, Heydrich donnait également une mauvaise image en permettant les infidélités de sa femme. On dit que Reinhard Heydrich était un accro au travail, au point de négliger complètement son mariage, et il était rare qu'il dorme à la maison. On dit aussi que Lina Heydrich avait été infidèle à son mari avec Walter Schellenberg et le peintre Wolfgang Willrich. Le 4 juillet 1942, Heydrich mourut des suites des blessures qu'il avait subies le 27 mai lors d'un attentat commis sur le chemin de son bureau
par des commandos tchèques à Prague. Lina était enceinte de leur fille Marthe. À cause de la mort de son mari en action de guerre, Lina, qui devint alors une sorte de veuve du Reich, reçut du gouvernement une pension à vie, la possibilité de continuer à profiter de sa résidence à la périphérie de Prague et un palais en guise de résidence permanente à Fehmarn. À la fin de la guerre, Lina fut arrêtée et nia avoir eu connaissance des faits infâmes dont Heydrich avait été l'acteur principal. Après sa libération, elle s'installa à Fehmarn avec ses 4 enfants. La première dame de l'Allemagne, la vie de Magda Goebbels. L'une des femmes les plus influentes du Parti national-socialiste était Johanna Maria Magdalena, mieux connue sous le nom de Magda Goebbels. À l'âge de 17 ans, Magda rencontra Günther Kant, un industriel allemand riche et veuf qui avait 2 jeunes enfants. Kant courtisa Magda jusqu'à ce qu'ils se marient le 4 janvier 1921. 10 mois plus tard, le 1er novembre, leur premier fils, Harald, naquit. Cependant, la vie luxueuse qu'elle menait avec Kant ne fut pas suffisante, car les disputes constantes et certaines accusations d'adultère, qui ne furent jamais prouvées, mirent fin à la relation. En 1929, Kant demanda le divorce, laissant à son ex-femme une somme généreuse dans les clauses de leur séparation. Après cela, Magda et son fils Harald déménagèrent à Berlin, où, grâce à sa jeunesse, sa beauté et sa position financière, elle n'eut aucune difficulté à s'intégrer dans la haute société berlinoise. Le 1er septembre 1930, elle assista à un rassemblement électoral du Parti national-socialiste au Palais des Sports de Berlin, où Joseph Goebbels prit la parole. L'oratoire et le discours de Goebbels impressionnèrent Magda et la conduisirent à adhérer au parti ce même mois, où elle fit quelques travaux bénévoles et devint rapidement une dirigeante locale. Cela attira l'attention des national-socialistes qui décidèrent de la transférer au siège central en tant que secrétaire du député Hans Menshausen, un proche de Goebbels. Là, Goebbels demanda à Magda d'organiser ses archives d'articles de journaux. Bientôt, ils commencèrent une relation. Le 19 décembre 1931, Magda épousa Goebbels et ils eurent par la suite 6 enfants. Helga, Idel, Helmut, Holde, Eda et Heide. Chaque prénom commence par H, ce qui est attribué à l'adoration que Magda et Goebbels portaient au leader du Reich. En 1938, Magda était pratiquement la première dame du Reich, bien qu'elle fût mariée à Goebbels. Magda eut l'honneur d'être la récipiendaire de la Croix d'honneur de la mère allemande nouvellement créée, et à partir de ce moment-là, elle devint un modèle promu par les nazis pour toutes les femmes du Reich. En 1942, elle et ses enfants furent filmés et photographiés par le régime. Il représentait la famille aryenne idéale. Sa popularité était si grande que ses enfants apparurent 34 fois dans les actualités cette même année. Mais cela n'était qu'une façade, car en vérité, le mariage entre Goebbels et Magda était en train de se désintégrer. Tous deux avaient des amants et étaient adultères, et Goebbels faillit même partir au Japon comme ambassadeur pour vivre avec sa maîtresse. Le chancelier lui-même les obligea à se réconcilier, car un divorce de la famille modèle aurait été un désastre pour l'Allemagne. Lorsque l'attentat du 20 juillet 1944, également connu sous le nom de Plan Valkyria, eut lieu, Magda se trouvait dans sa maison de campagne au bord du lac Schwanenwerder. C'était sa résidence depuis le début des bombardements à Berlin. Lorsqu'elle apprit l'attentat, elle eut une crise de nerfs et téléphona à Hitler pour lui jurer une fidélité éternelle et se déclarer prête à mourir pour lui. Son dévouement au Führer était si grand que le 22 avril 1945, elle se rendit avec ses 6 enfants dans le bunker où se trouvait Hitler. Elle y retrouva son mari et se prépara à tenir la promesse qu'elle avait faite à son idole. Dans une lettre du 1er mai 1945 adressée à son fils aîné Harald, qui était prisonnier en Afrique, Magda écrivit « Que Dieu m'aide et me donne la force d'accomplir l'ultime et le plus difficile des actes. Nous n'avons désormais plus qu'un seul objectif, la fidélité au Führer, même dans la mort. Harald, mon cher fils, je veux te laisser ce que j'ai appris dans la vie. Sois loyal, fidèle à toi-même, loyal envers le peuple et envers ton pays. Sois fier de nous et souviens-toi de nous. » Cette même nuit, Magda tua ses enfants et peu après se suicida avec son mari dans les jardins de la chancellerie, en signe de sa fidélité à Hitler. Le mari de l'Allemagne.
les femmes qui aimaient Hitler. Tout comme Magda Goebbels, une autre figure loyale au Führer jusqu'à la fin peut être mentionnée. Hanna Reitsch traversa Berlin avec Robert Ritter von Greim à travers le feu de l'artillerie soviétique dans le seul but de voir Hitler dans ses dernières heures. Hitler leur remit personnellement à chacun une capsule de cyanure et leur expliqua quel serait l'avenir des Allemands loyaux présents. Se sacrifier avec lui pour ne pas tomber vivants aux mains des Russes. Hanna et von Greim décidèrent d'avaler le poison et de se faire exploser avec une grenade à main, juste avant l'arrivée des Russes. Cependant, le samedi 28 avril, Hitler ordonna à Hanna et à von Greim de quitter Berlin, prenant le commandement de la Luftwaffe pour mener un bombardement qui libérerait la chancellerie et arrêterait Himmler, qui avait commis un acte de trahison. Bien que les troupes soviétiques fussent à l'extérieur, Hanna et von Greim obéirent aux ordres du Führer. Lorsqu'ils rejoignirent Karl Dönitz, ils apprirent de lui qu'Hitler s'était suicidé et que la guerre touchait à sa fin. Après cette nouvelle, Reitsch et von Greim se rendirent aux Alliés le 9 mai, 2 jours après la reddition allemande. Tous deux furent interrogés par les Américains qui n'avaient pas encore récupéré le corps d'Hitler. Cependant, lorsqu'on leur demanda à propos de l'ordre de quitter le Führerbunker le 28 avril, ils répétèrent la même réponse. Ce fut le jour le plus sombre. Nous n'avons pas pu mourir aux côtés de notre Führer. Hanna ajouta « Nous devons tous nous agenouiller en révérence et en prière devant l'autel de la patrie. » Plus tard, en 1970, lors de la seule interview qu'elle accorda après la guerre, Hanna déclara qu'elle n'avait pas honte de dire qu'elle croyait encore au national-socialisme, et elle confessa qu'elle portait toujours la croix de fer avec diamant que Hitler lui avait donnée. Le dévouement de Reitsch et de Magda Goebbels pour le Führer n'était pas une exception, mais bien plus répandu qu'on ne pourrait le penser. En effet, Hitler disait souvent que sa femme était l'Allemagne, comme excuse pour ne pas se marier. Cependant, il est très probable qu'il ne se soit pas marié pour rester éternellement célibataire et continuer à être l'amour platonique de millions de femmes. Il était courant que, lorsque le leader allemand quittait sa propre maison, de nombreuses femmes se rassemblent aux alentours pour l'apercevoir, ne serait-ce que quelques secondes, ce qui posait un problème quotidien pour la sécurité personnelle du Führer. Il était également fréquent que des femmes lui écrivent des lettres sur toutes sortes de sujets, mais celles-ci dégénéraient rapidement en lettres érotiques. Hitler pensait que se maintenir comme un leader inatteignable l'aidait à conserver la dévotion et l'amour que les femmes avaient pour lui. C'est pour cette raison qu'il n'épousa Eva Braun qu'en 1945, un jour avant sa mort, bien que leur relation remontât à avant la victoire du parti nazi aux élections en 1932. Gertrude Scholz-Killing, la femme qui a modelé d'autres femmes pendant le nazisme. Jusqu'à présent, nous avons mentionné que la famille était très importante pour le nazisme et que la femme était considérée comme le pilier de la famille. Il est temps d'approfondir ce sujet. Pour commencer, il faut mentionner les 5 règles ou commandements pour modeler le rôle de la femme allemande selon le nazisme. 1. Souviens-toi, tu es allemande. 2. Si tu es en bonne santé génétique, ton devoir est de te marier. 3e, garde ton corps pur. 4e, garde ton esprit et ton âme pure. 5. En tant qu'Allemande, choisis seulement un conjoint de ton pays ou de pays ayant du sang nordique. L'école des femmes a été fondée en l'année 1934 et sa fonction principale était la formation et les cours sur des matières considérées par les dirigeants nazis comme d'un intérêt particulier. L'économie domestique, la gestion du foyer, l'éducation des enfants ou la préservation des coutumes et traditions. L'une des femmes les plus influentes au sein de l'école des femmes fut Gertrude Scholz-Killing, qui en 1930 occupa son premier poste en tant que chef des femmes nationales-socialistes du BAD, et pendant la campagne électorale de 1932, elle établit des liens avec d'autres organisations féminines. Scholz-Killing était connue pour offrir des emplois aux chômeuses, fournir de la nourriture et des vêtements aux pauvres, et créer un groupe de bénévoles pour aider les jeunes filles démunies. Cette performance l'a amenée à être présentée par son ami Robert Wagner au ministère de l'Intérieur, où elle est devenue chef du département du travail des femmes. Un mois plus tard, le 24 février 1934, elle fut nommée par Hitler présidente de la Ligue des femmes nationales socialistes
où elle supervisait toutes les organisations de femmes allemandes. En 1936, Scholz-Kilnck conclut un accord avec Himmler pour créer une école des épouses visant à sélectionner les jeunes femmes qui allaient épouser des membres des SS. Pendant l'année 1937, à Schwanenwerder, très proche de Berlin, fut créée la première école des épouses, où un groupe de 20 jeunes femmes suivait un cours de 6 semaines sur les compétences domestiques, allant du repassage, de la cuisine et des soins aux enfants, à des notions de jardinage, d'élevage et d'agriculture, voire de design d'intérieur. De plus, elles apprenaient des manières pour se comporter correctement lors d'événements sociaux, des règles pour maintenir des conversations appropriées et des connaissances de base sur la race et la génétique. Une fois la formation terminée, un certificat essentiel au mariage leur était remis, ainsi qu'un livre intitulé « L'arbre de vie », qui était un code indispensable pour leur vie. En mai 1944, les femmes avaient déjà occupé de nouveaux postes dans les usines et comme auxiliaires militaires en raison de l'épuisement causé par la guerre dans la société allemande. Cela a conduit Scholz-Kilnck à changer son discours. Il ne s'agissait plus de dire que la femme est le fondement du foyer, comme au début de la guerre, mais qu'elles avaient maintenant un devoir plus grand qui exigeait de combiner les tâches domestiques déjà connues avec une contribution à l'effort de guerre, tant dans l'armée que dans l'industrie lourde. Les chatons des SS, espions et prostituées dans le Troisième Reich. Nous avons déjà parlé du rôle des femmes en tant qu'épouses de membres des SS, mais qu'en est-il des femmes qui étaient directement membres de l'organisation commandée par Himmler? Toute femme aspirant à rejoindre les SS devait d'abord appartenir, bien sûr, à la Ligue des jeunes filles allemandes. Il y avait dans les journaux des annonces de recrutement assez convaincantes qui disaient aux femmes qu'il n'y avait pas de meilleure façon de montrer leur amour pour le Reich que de rejoindre les SS. Naturellement, beaucoup se portèrent volontaires pour ces campagnes de recrutement. Il s'agissait généralement de femmes de classe moyenne ou inférieure, exerçant diverses professions telles que sage-femme, coiffeuse, conductrice de tramway, chanteuse d'opéra ou enseignante à la retraite. Celles qui ont rejoint les SS en 1938 ont été formées à Lichtenburg, en Allemagne, suivant des cours qui duraient entre 4 et 6 semaines, avec un entraînement aussi exigeant et rigoureux que celui des hommes. À partir de 1939, les femmes ont commencé la phase d'induction au camp de Ravensbrück, Pont des Corbeaux, un camp de concentration modèle où elles se transformaient en assassins redoutables. Après avoir terminé leur formation, les nouvelles recrues étaient intégrées au SS Gefolge, la branche féminine des SS, qui se limitait au travail bénévole dans le Notdienstverpflichtung, service d'urgence. Les femmes des SS s'occupaient des communications auxiliaires, opératrices téléphoniques, opératrices radio, sténographes, pour les SS, et dans certains cas, elles étaient gardiennes dans les camps de concentration et d'extermination, où beaucoup étaient redoutés pour les crimes qu'elles avaient commis et qui ont rendu leur nom tristement célèbre. Cependant, ce n'étaient pas les seules organisations paramilitaires du Troisième Reich, car lorsque la guerre a commencé en 1939, les SS ont commencé à compiler les soi-disant rapports d'humeur de la population allemande, accessibles uniquement à un petit cercle de hauts fonctionnaires et d'officiers supérieurs. Pour recueillir ces informations sur les sentiments de la population pendant la guerre, les nazis utilisaient comme espions des prostituées de divers bordels dans les villes du Reich. Parmi ces maisons closes se trouvait le salon Kitty, salon du chaton, fréquenté par de nombreuses personnalités connues, diplomates, étrangers et fonctionnaires du régime national-socialiste. L'une des figures populaires qui aimait infiltrer ces bordels était Walter Schellenberg, chef du contre-espionnage de la Gestapo, qui considérait que dans les moments intimes, on obtenait des informations très efficaces. Le but de ces femmes était de signaler toute critique publique, afin que le gouvernement puisse en tenir compte et être en mesure de répondre aux attentes du peuple, ainsi que de poursuivre toute dissidence potentielle, avant même qu'elle ne puisse organiser une forme quelconque de résistance. 3 profils féminins du sadisme et de l'horreur dans les camps de concentration nazis. Les hommes de Hitler étaient méthodiquement pervers, mais qu'en est-il des femmes?
On dit qu'il y a eu au moins 3700 femmes qui ont travaillé comme gardiennes dans les camps de concentration. Parmi les plus cruelles, qui semaient la terreur dans tous les aspects des camps d'extermination, se trouvent les suivantes. Margaret Ilse Koller, également connue sous le nom de la Renarde de Buchenwald, est née le 22 septembre 1906 dans une famille de classe moyenne à Dresde, en Allemagne, Saxe. En 1932, elle rejoint le parti nazi. Une grande partie de ses méthodes de torture est attribuée aux enseignements de son mari, Karl Koch, colonel de la SS et commandant du camp de concentration de Buchenwald. Au début, Ilse exigeait que les prisonniers l'appellent « gnädige Frau », Madame, et peu de temps après, elle se promenait dans le camp avec un fouet à la main, qu'elle n'hésitait pas à utiliser contre ceux dont l'apparence lui déplaisait, même légèrement. Finalement, sa cruauté s'est déchaînée sans aucune limite, car elle a fait des camps de concentration son terrain de jeu préféré pour ses jeux macabres, qui atteignaient des sommets de sadisme. La Renarde de Buchenwald lâchait des chiens sur les femmes enceintes, frappait les prisonniers qui la regardaient dans les yeux, et se tenait nue à l'entrée du camp pour provoquer les hommes qui allaient être exécutés dans le camp de concentration. Son niveau de sadisme atteignait le point où elle possédait une collection de tatouages arrachés et d'objets fabriqués à partir de restes humains qu'elle obtenait au prix de tortures et de mauvais traitements pendant ses journées de travail. Elle ordonnait aux prisonniers de se déshabiller pour lui montrer leur peau, et ceux qui avaient des symboles attirants ou exotiques tatoués devenaient la victime du jour. La peau était utilisée pour créer des accessoires horribles, tels que des abat-jours, des gants, des tapisseries, des fourreaux de couteaux, des couvertures de disques et des reliures de livres. Ilse Koller a été condamnée à Augsbourg le 15 janvier 1951 à la réclusion à perpétuité avec travaux forcés dans la prison pour femmes d'Aïchak. Cependant, le 1er septembre 1967, à l'âge de 61 ans, elle s'est suicidée en prison, laissant une dernière lettre qui disait « Ich kann nicht anders, der Tod ist für mich eine Erlösung. Je n'ai pas d'autre issue, la mort est ma seule libération. » Irma Grez, connue sous les surnoms de l'Ange d'Auschwitz et la Belle Bête, est née à Vrechen le 7 octobre 1923 dans une famille dysfonctionnelle. Sa mère s'est suicidée en 1936, ce qui a poussé Irma à abandonner ses études 2 ans plus tard en raison d'un manque de motivation. En mars 1942, à l'âge de 19 ans, elle a réussi à entrer comme volontaire dans le camp de Ravensbrück après une première tentative ratée et y a commencé sa formation. En mars 1943, Irma Grez a été transférée à Auschwitz et affectée au Konzentrationslager, KL, de Birkenau, où elle effectuait d'abord des tâches de contrôle des provisions, de gestion du courrier et du Strassenbaukommando, le commandement de l'unité des routes. Cependant, à l'automne de cette même année, Grez a été nommé SS Oberaufseherin, superviseur de la SS. Cette nouvelle promotion lui conférait non seulement la responsabilité de 30 000 détenus d'origine juive, principalement polonaises et hongroises, mais aussi le pouvoir de sélectionner les condamnés pour la chambre à gaz. La Belle Bête était crainte pour ses innombrables méthodes de torture, parmi les plus courantes. Elle lâchait ses chiens sur les prisonnières pour qu'elles soient dévorées, tuait des détenus d'une balle dans la tête et frappait ou abusait sexuellement des enfants. En outre, elle recherchait des femmes juives au corps attrayant pour leur détruire la poitrine et ensuite les soumettre à une opération douloureuse, ce qu'elle observait avec une grande excitation. Cependant, Auschwitz-Birkenau n'était pas le seul camp de concentration à souffrir du sadisme d'Irma Grez, car pendant une brève période, de janvier à mars 1945, la jeune femme est retournée au camp de Ravensbrück avant d'être envoyée à Bergen-Belsen, près de Hanovre, en Allemagne. Elle a été arrêtée le 15 avril 1945 et au 54e jour du procès, le tribunal britannique l'a déclarée coupable des crimes suivants. Avoir commis des crimes de guerre dans le camp de concentration de Bergen-Belsen, en Allemagne, et à Auschwitz, en Pologne, entre le 1er octobre 1942 et le 30 avril 1945. Le tribunal l'a condamnée à mort par pendaison le 13 décembre 1945, à l'âge de 22 ans. Ses derniers mots ont été « schnell », vite. Un dernier exemple du sadisme de certaines femmes nazies qui travaillaient dans les camps est celui de Maria Mandel, également appelée la bête d'Auschwitz.
Elle est née le 10 janvier 1912 dans la ville autrichienne de Münzkirchen, une commune appartenant au district de Scherding, en Haute-Autriche. Le 15 octobre 1938, elle est devenue Aufseherin, gardienne, au centre d'internement de Lichtenburg, l'un des premiers camps sauvages de l'Allemagne nazie, situé à Prettin, qui est devenu en mai 1939 un sous-camp de Ravensbrück. Dans ce camp d'extermination, Maria supervisait strictement les travaux et tâches que les prisonnières devaient accomplir, et si l'une d'elles ne remplissait pas les exigences, elle lui infligeait toutes sortes de coups de fouet et de torture, puis la condamnait à mort. Cette obsession pour l'application des règles dans le camp d'internement pour femmes a conduit, de l'automne 1941 jusqu'au printemps 1990-42, à la condamnation d'innombrables détenus pour des actions considérées comme des crimes et interdites dans le camp, marcher bras dessus bras dessous dans les rues du camp, rendre visite aux prisonniers qui se trouvaient dans l'infirmerie, rester à l'extérieur du bloc sans autorisation, ou parler, ou regarder un supérieur sans sa permission. La torture préférée de Mandel était de frapper et de donner des coups de pied dans l'abdomen ou le visage des prisonnières tout en portant des gants. Cependant, ce n'étaient pas les seules méthodes de torture que la bête d'Auschwitz infligeait aux prisonnières, car l'une des plus atroces consistait à sélectionner ses cobayes, dans lesquelles elle regroupait les prisonnières les plus aptes pour être étudiées dans des opérations et des expériences angoissantes, qui à moyen terme causaient une incapacité permanente chez les captives sélectionnées par Mandel. Les interventions consistaient à retirer les nerfs et les muscles de la cuisse ou du mollet pour expérimenter, mais sans les conditions d'hygiène et de santé de base. Ces expériences étaient réalisées avec peu ou pas d'anesthésie, sans changer les pansements, coton et bandages entre chaque patiente. Certaines survivantes de ces procédures macabres mettaient des mois à se rétablir, et beaucoup d'entre elles perdaient des parties de leurs membres ou la capacité de procréer. En avril 1943, Mandel créa la première orchestre féminin d'Auschwitz, composé de prisonnières, dans le seul but de satisfaire son goût pour la musique. Ainsi, les captifs devaient jouer pour elle pendant que Mandel sélectionnait celles qui allaient à la chambre à gaz. De même, elle utilisait la musique lorsqu'elle séparait les personnes saines des malades ou lorsqu'elle accueillait les nouveaux prisonniers. Le 10 août 1945, Mandel fut arrêté par les Américains qui l'extradèrent vers la Pologne, où un tribunal à Cracovie la condamna à la pendaison, et elle mourut le 24 janvier 1948 à l'âge de 36 ans. Ses derniers mots furent « Vive la Pologne ». La guerre après la guerre, le sort des femmes allemandes dans les premiers jours de l'occupation. Après la chute de Berlin aux mains des troupes alliées, les femmes allemandes ont été confrontées à une série d'atrocités. Dès que les troupes soviétiques, françaises et américaines ont posé le pied sur le territoire, les soldats ont commencé à abuser sexuellement des femmes sans distinction d'âge. Elles étaient agressées dans leur propre maison. Il s'agit d'une tactique de guerre aussi ancienne que l'histoire elle-même, mais qu'elle se produise au XXe siècle était alarmant. Les abus de la part des soldats étaient constants et se produisaient plusieurs fois par jour. Cela a conduit de nombreuses femmes à se suicider ou à subir des blessures atroces, des maladies sexuellement transmissibles et des grossesses. La plupart des femmes allemandes âgées de 8 à 80 ans ont subi ces outrages. Il est documenté qu'entre les 17 et 18 avril 1945, 500 femmes ont été agressées et violées dans la petite ville de Freudenstadt par des soldats français. La même chose est arrivée à 600 femmes à Bruchsal et à 385 dans la région du lac de Constance. Avant d'arriver à Stuttgart, les troupes françaises de ces contingents ont violé 1198 autres femmes et même 8 hommes allemands. Cette même année, la clinique du village de Karlsruhe a enregistré 276 interruptions de grossesse dues à des viols survenus entre avril et mai. Face à ces événements, les forces américaines ont interdit les viols, ce qui a conduit à une cour martiale pour plus de 700 soldats. Il n'en a pas été de même pour les femmes du côté soviétique, où elles continuaient à être humiliées et violées après la guerre. Les Britanniques ne violèrent pas ouvertement comme les Français et les Soviétiques, mais utilisaient leur pouvoir pour échanger de la nourriture ou des cigarettes contre des relations sexuelles, en raison de l'avancée de la guerre et des politiques de la terre brûlée qui avaient laissé l'Allemagne en ruine.
De nombreuses femmes n'avaient d'autre choix que de recourir à ses faveurs. Les Américains, qui ont rapidement contrôlé l'accès à la nourriture, ont également eu recours à ce type de faveur. Les déblayeuses. Les femmes allemandes commencent la reconstruction du pays. La destruction qui a suivi la défaite ne s'est pas limitée aux femmes, mais s'est étendue à tout le pays. Après la chute du Troisième Reich, en représailles au bombardement de Londres et comme punition de la population qui avait soutenu Hitler, les Alliés ont largué des tonnes d'explosifs sur des cibles civiles allemandes. Sur les 16 millions de logements que comptait le pays, 25% étaient en ruine et un autre 25% dans un état de détérioration. Dans le Berlin divisé, 10% des bâtiments ont été détruits de manière irréparable. C'était un dommage moindre par rapport aux districts périphériques, à Mitte, Kreuzberg, Friedrichshain, Prenzlauer Berg, Tiergarten et Wedding. Le nombre de bâtiments détruits atteignait 30%. Il en était de même à Dresde, qui a été totalement rasée, ou à Francfort, qui a dû être totalement reconstruite après la guerre. Les femmes déblayeuses étaient âgées de 15 à 50 ans et ont été obligées par le Conseil allié d'aider à enlever les débris. La plupart des hommes qui avaient été au front et qui avaient survécu étaient prisonniers. Le travail de ces femmes consistait à ramasser les débris à la main pour les entasser dans des seaux ou des brouettes, à enlever les restes de bâtiments à l'aide de treuils manuels ou de pioches. Elles devaient ensuite démonter les morceaux de mur sans casser les briques afin de pouvoir les réutiliser dans de nouvelles constructions. Le bois, les poutres d'acier, les tuyaux et d'autres articles ménagers étaient collectés pour être réutilisés par les femmes à travers tout le pays. Les débris restants, qui ne pouvaient pas être utilisés pour la reconstruction des maisons ou des bâtiments, étaient transportés dans des brouettes ou des seaux pour combler les trous laissés par les bombes dans les rues. Dans le cas des femmes de la zone occidentale, dans la future République fédérale d'Allemagne, elles étaient récompensées pour ce travail par un peu plus de nourriture, ou symboliquement, elles recevaient également la carte de rationnement la plus élevée, qui leur fournissait 700 calories par jour. À titre de comparaison, les soldats américains recevaient environ 1500 calories pendant cette même période, et actuellement, l'OMS recommande de consommer entre 1600 et 3000 calories par jour. Les femmes du côté soviétique avaient moins de chance et étaient beaucoup plus proches de la famine. Finalement, les hommes sont sortis des camps de prisonniers. La guerre était terminée, la paix avait été signée et le Troisième Reich était tombé. Ceci est un récit détaillé de l'histoire des femmes allemandes pendant l'Allemagne nazie, inspiré en partie par le livre Valkyrie, femmes du Troisième Reich de Miguel Del Rey et Carlos Canales Torres, ainsi que par le livre Gardienne nazie, le côté féminin du mal de Mónica García Álvarez.